Pod News, votre rendez-vous quotidien d'analyse de l'actualité ivoirienne et internationale. Ce soir, focus sur Cocody, l'une des circonscriptions les plus stratégiques des prochaines élections législatives en Côte d'Ivoire. Entre enjeux locaux, poids politique des acteurs, recomposition des forces et tensions nationales, la bataille s'annonce déterminante dans cette commune. Notre invité principal est Dr Patrice Saraka. Il est secrétaire général du COGEP, le parti de Charles Blé Goudé, par ailleurs candidat aux législatives dans cette commune. Cocody, bonsoir à vous, Dr Saraka. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avec vous, ce soir, trois consultants. Michel Beta, journaliste DG du quotidien Le Bélier. Bonsoir, Michel Beta. Bonsoir, Sidik. À ma gauche, Aouma Gaël Lakpa, analyste sociopolitique. Bonsoir. Bonsoir, Sidik. Bonsoir, Maître Cédric Koné. Bonsoir, Sidik. Bonsoir à notre invité. Voilà, Maître Cédric Koné est conseil juridique. Alors, nous allons parler, bien sûr, de votre candidature législative, l'actualité du COGEP et ensuite votre analyse de la situation sociopolitique ivoirienne. Première question, pourquoi avoir choisi Cocody comme circonscription pour ces élections législatives? Merci, Monsieur Sidik. Cela fait bientôt 40 ans que Cocody, je peux le dire, m'a tout donné. La personnalité que je suis aujourd'hui, je veux dire, au plan professionnel, au plan politique, je la dois à Cocody. Et Cocody m'ayant tout donné, je pense qu'aujourd'hui, c'est mon tour de tout donner à Cocody, de porter la voix des populations de Cocody et par ricochet, la voix des populations ivoiriennes au Parlement. Je vais incarner véritablement cette fonction du député. Le député qui est l'envoyé du peuple, l'envoyé des populations. Et voilà, j'ai estimé que le moment était venu pour que je donne à Cocody ce que Cocody m'a donné. Et quels sont selon vous les enjeux majeurs de ce scrutin dans cette commune? Les enjeux majeurs de ce scrutin à Cocody, c'est que, et comme partout d'ailleurs, les députés qui devraient porter la voix du peuple, comme je l'ai dit tout à l'heure, au regard du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le constat que nous faisons, c'est que 15% des initiatives de loi viennent des députés et 85% l'initiative gouvernementale. C'est un peu comme si le Parlement, ce pouvoir législatif, est donc comme une caisse de résonance. Alors que ce sont les députés qui devraient porter les lois. Nous voulons inverser la tendance. C'est l'un des enjeux. Et nous estimons que dans la mesure où nous devons porter la voix des populations, nous devons inscrire l'action parlementaire en mettant l'accent sur les populations, cette interaction entre le député et les populations. De manière à ce que, tant sur le plan du contrôle de l'action de l'exécutif que sur le plan des propositions de loi, cela s'inscrive au centre, cela s'inscrive dans l'intérêt des populations. Donc, une consultation régulière entre nous et les populations, une écoute régulière, de manière à ce que nous estimons d'ailleurs que si nous sommes élus, nous devons consacrer un tiers de nos revenus, des ressources que l'État nous donne, de manière à ce qu'à Cocody, on puisse périodiquement, chaque 3 mois, chaque 6 mois, nous retrouver avec les différentes couches de la population, les chefferies traditionnelles, les organisations de jeunesse, de femmes, les syndics, pour ne citer que celles-là. Parce que malheureusement, aujourd'hui, l'Assemblée nationale est au niveau central. Les groupes parlementaires se retrouvent, débattent. Malheureusement, on n'a pas au niveau des circonscriptions électorales une assemblée, j'allais dire, du peuple. Et je veux, moi et mes colistiers, tous les candidats qui sont sur la liste Nouvel Espoir de Cocody, nous voulons faire en sorte que de façon périodique, les populations et nous, on se retrouve pour d'une part analyser l'action du gouvernement, faire le suivi, présenter les résultats et en prendre les décisions qui s'imposent. Et puis d'autre part, en fonction des épreuves, des difficultés, des constats qui seront faits, on va faire des propositions de loi. Donc voici un peu
ce que nous entendons faire dès que nous serons élus à la tête de la circonscription 041, qui est la commune de Cocody. Bien, Michel Beta. Cocody, on le sait, c'est un test politique majeur, parce que Cocody, on le dit, c'est en fait dans notre politique ivoirienne, c'est le lieu où le vote urbain peut être déterminé aisément, parce qu'à Cocody, on voit c'est une population d'intellectuels, une population dans laquelle le vote idéologique n'est pas immédiat, est très faible, parce que les gens ne votent pas forcément en fonction des partis politiques. Qu'est-ce que vous, particulièrement, vous allez apporter de différent de ce que les autres acteurs politiques que sont le RADP, le PDCI, et pourquoi pas, on peut le dire, le PPAC, donnent comme message à Cocody aux électeurs? Il est important de savoir que les mentalités devraient changer de ce point de vue. Vous l'avez si bien dit, et je salue cette façon de voir des populations, que le vote ne devrait pas être fondé sur l'appartenance à des partis politiques. Parce qu'il s'agit de chaque personnalité qui se présente face aux populations. Il ne faudrait pas que les candidats se cachent devant des appareils. Un appareil peut être bon, un parti politique peut être bon, mais le candidat qui représente ce parti politique, qui est-il? Est-ce qu'il est bon? C'est pour cela que nous estimons que déjà, à l'entame du processus électoral, en principe, le député devrait pouvoir, dans ses dossiers qu'il envoie à la CEI, devrait pouvoir décider, s'engager à renoncer, même s'il est élu. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Il devrait s'engager à renoncer à appartenir à telle ou telle famille politique s'il est élu. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais j'estime qu'à tout le moins, le député devrait, à la limite, prêter serment, s'engager à porter la voix des populations, la voix du peuple, et non la voix des partis politiques. Et même aujourd'hui, nous avons des groupes parlementaires, ça s'impose à nous. Sinon, les groupes parlementaires même devraient disparaître. De manière à ce qu'à l'Assemblée nationale, on ne voit plus ces divisions, groupes parlementaires, PDCI, COGEP, RHDP. Ce sont les députés de la nation, tout court. S'il doit y avoir des débats, en guillemets, parlementaires, ces débats devraient avoir lieu dans les circonscriptions, dans les régions, avec les différentes couches. Et en plénière, les questions sont soumises, même si tu es le seul député de l'opposition et que tu proposes une loi en fonction de sa pertinence, les autres députés, c'est pour ça que quand on parle de est-ce que l'opposition sera majoritaire, minoritaire, là n'est pas la question. Est-ce que les députés seront à la hauteur de leurs responsabilités? Est-ce que les députés vont incarner cette fonction du député, cette fonction parlementaire? Ce sont les envoyés des populations, l'envoyé du peuple. Et à but de langage, on parle d'honorable, alors que l'article 2 d'ailleurs du règlement intérieur dit que l'élu porte le titre de député. Les honorables, l'honorable c'est le peuple, c'est eux. Donc c'est pour vous dire que nous voulons une transformation, une véritable révolution à l'Assemblée nationale. Et donc c'est tout à fait normal que les populations devraient s'en tenir à la personnalité qui se présente face à elles. Bien. Et ça dit aussi que les députés de l'opposition qui y sont ne font pas correctement leur travail? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je suis en train de dire que les initiatives sont insuffisantes. La plupart des lois qui sont adoptées sont des projets de loi proposés par le gouvernement. Et cette tendance doit être inversée pour que les députés, de plus en plus, prennent des initiatives et utilisent les leviers qui sont à sa portée. C'est vrai que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est évoqué de façon sommaire dans la Constitution, en son article 99, où on évoque le règlement intérieur de l'Assemblée nationale sans donner les modalités de mise en œuvre des différentes décisions, procédures parlementaires, tant au niveau du contrôle de l'action de l'exécutif qu'au niveau des propositions de loi. C'est de façon sommaire dans l'article 99 de la Constitution. Là où en France, c'est plusieurs articles qui donnent les modalités à tous ces deux niveaux. Parce que le député, même
chez lui à la maison, au regard des constats qu'il fait, il peut faire une, j'allais dire... Une recommandation, oui, il dit... une proposition. non, pas proposition. Je vais parler de... une proposition écrite. Demander au président de l'Assemblée nationale de répondre à une préoccupation particulière. Et le président, logiquement, est obligé de répondre. Et si le président ne répond pas, à ce moment-là, il peut faire une proposition orale. Et cette proposition orale peut être suivie de débats ou simplement une proposition discutée à les députés. Mais quand c'est suivi de débats, on doit aboutir à une résolution ou à la mise en place d'une commission parlementaire. Toutes ces dispositions sont là, mais insuffisamment mises en œuvre. Et ces choses-là, nous pensons qu'on devrait œuvrer à ce que ça change. C'est la seule voie, c'est le seul moyen dont le député dispose pour porter valablement la voix des populations. Bien. Gaël Lakba. Docteur Saraka, bonsoir. Bonsoir. Alors, je remarque que selon l'actualité sociopolitique de la Côte d'Ivoire, on sort de la présidentielle. Selon l'actualité, il y a une partie de l'opposition qui a décidé, donc en partie le PPACI, qui a décidé de ne pas participer à ces législatives. Vous, au COGEP, de façon logique, vous étiez à la présidentielle, vous suivez bien votre voie. Je vois que vous êtes à l'aise. Félicitations, parce que moi-même, mon point de vue, c'est que la politique de la chaise vide n'est pas efficace. Donc, vous êtes à l'aise dans votre élément, vous exprimez, on le voit. Mais il y a un souci, c'est que pour que aujourd'hui le PPACI ait un député à Cocody et le PDCI, en 2020, ils ont dû faire une liste commune pour aller à ces élections, pour pouvoir faire le poids devant le RHDP, qui était fort. Aujourd'hui, le PPACI ne participe pas et très certainement a appelé ses militants à ne pas aller au vote. Est-ce que ce n'est pas un élément qui puisse vous faire un handicap en termes d'électorat? Et est-ce que vous pensez que le COGEP tout seul, sans alliance, peut remporter cette élection? Même si c'est vrai, vous l'avez dit, l'élection du député, c'est une histoire entre l'homme et l'électorat, ou bien l'homme et les populations. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le fait que vous soyez seul, vous partiez seul, soit un handicap pour vous? Ou bien est-ce que vous avez prévu d'approcher les autres, malgré leur position, pour pouvoir vous renforcer? J'ai dit tout à l'heure que j'étais sur une liste indépendante qui est la liste Nouvel Espoir de Cocody. Nouvel Espoir de Cocody. Les partis politiques, j'en ai parlé tout à l'heure. Ces combinaisons dont vous parlez, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais la meilleure des combinaisons, c'est celle que nous voulons tisser avec les populations de Cocody. Il faut que les choses changent. Il faut éviter que des candidats se cachent derrière des machines, des appareils, et amener les populations à porter leur choix sur des partis politiques. On ne va pas pour élire un parti politique. On ne veut pas élire le meilleur parti politique. On va élire les meilleurs candidats. Les candidats qui ont le profil pour porter la voix des populations. Moi, je vous l'ai dit, cela fait 40 ans que je suis à Cocody, que Cocody m'a tout donné. C'est vrai que j'ai commencé à donner aussi à Cocody, par mon métier, par mon expertise, parce que je suis médecin, mais je suis aussi qualiticien. Et j'ai contribué efficacement avec mes collaborateurs, les équipes que j'ai eues à superviser, à coordonner, à contribuer à l'amélioration du système de santé ivoirien, j'allais dire. Et je suis médecin, manager des systèmes et organisations sanitaires, et en tant que qualiticien, mon métier, c'est de transformer les problèmes en solutions. C'est mon métier. Je suis manager en amélioration continue, en amélioration par la qualité. Si la qualité est valable dans le système de santé, je pense que la qualité doit être aussi de mise au niveau de la gouvernance. Les clients ici, c'est qui? Ce sont les populations. Leurs besoins sont là, leurs exigences sont là. Mais que font les gouvernants? Aujourd'hui, vous avez évoqué la question des présidentielles. Un pouvoir est en place, c'est le pouvoir exécutif. Il nous faut avoir en face des députés qui ne viennent pas juste pour accompagner l'action de l'exécutif, mais des députés qui viennent peser de tout leur poids pour que l'exécutif ne perde pas de vue
que son action doit être centrée sur la satisfaction de ses clients, qui sont ici les populations. C'est à cela que je vais amener les populations de Cocody. Ils m'ont tout donné, ces populations de Cocody. Cocody m'a tout donné. Et je pense que cette expertise, je dois la mettre au service des populations. Ça veut dire que, quel que soit le candidat qui va se présenter face à nous, nous estimons que ce qui importe, c'est notre projet. C'est ce que nous voulons proposer. C'est notre capacité, c'est notre posture à incarner la fonction parlementaire, la fonction du député et à utiliser les leviers dont nous disposons pour que les choses évoluent à l'Assemblée nationale. J'ai cité ces leviers-là. Il y a ce qu'on appelle l'électorat captif. Effectivement, ce que vous dites, c'est un nouveau logiciel, c'est une nouvelle façon de voir. Mais il y a ce qu'on appelle l'électorat captif. Alors, cet électorat captif-là appartient à certains partis politiques qui souvent même se revendiquent dans une zone donnée de pouvoir, comme on appelle, de pouvoir revendiquer 500 000 personnes, 1 million de personnes. Et ces personnes-là, en réalité, quand il y a les élections, sortent et vont voter pour le candidat traditionnel. Ils s'en foutent en fait en réalité de qui en face. Mais quand le parti donne le mot d'ordre, c'est ce mot d'ordre-là que cet électorat-là suit. Donc, vous venez avec un nouveau discours, comme vous l'avez dit, c'est bien beau, c'est bien bon à entendre, mais en même temps, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut s'adapter quand même à cela pour pouvoir approcher, parce que cet électorat dont je parle, il y a des têtes de pont, il y a des leaders, il y a des gens, quand vous êtes sur le terrain, si vous ne les avez pas vus, même pour voir les électeurs, vous ne pourrez pas. Donc, il faut forcément approcher ces personnes. Donc, c'est à cela que venait ma question. Est-ce que vous avez essayé au moins quand même d'entrer dans le... Voilà. C'est clair. Nous, depuis quelque temps, nous ne faisons que ça. Nous partons partout. Nous partons vers toutes les populations dans leur diversité. Nous rencontrons les populations qui se réclament du PDCI, du RHDP et des autres partis politiques. Et nous leur disons justement qu'on ne va pas à ces élections pour voter un parti politique. On ne va pas pour choisir un parti politique. On a élu un président de la République dans les conditions que vous savez. Il n'y a même pas eu de débat. Le président de la République a été élu. Le débat démocratique dans le cadre de l'élection présidentielle a été reporté. Le président va prêter serment bientôt. Il va dérouler son projet, son offre pour les Ivoiriens. Mais nous devons être vigilants. Nous, population de Côte d'Ivoire, nous devons être vigilants et veiller à ce que nos intérêts soient protégés. Défendre les intérêts des populations. Voilà pourquoi il ne faut pas s'amuser à ces élections. Pour dire on a choisi le président, il faut aller à l'Assemblée nationale pour l'accompagner. Mais on va accompagner quand c'est bon. Mais on va faire bloc pour dire non quand ce n'est pas bon. Et j'ai cité les leviers. Et je vais les rappeler. Il y a donc la question orale. La question orale, simplement. La question orale, les députés ils vont à l'Assemblée nationale sur un sujet précis, ils posent des questions et le processus doit aller jusqu'à ce que le président de la République envoie soit le Premier ministre ou un représentant de l'exécutif pour venir écouter le député. Il peut s'agir de questions orales avec des débats ou de questions orales sans débat. S'il y a un débat, en ce moment, le représentant du président ou lui-même, s'il le veut, il répond aux questions. Donc ça, c'est un levier important. J'ai évoqué même la question écrite simplement. Question écrite, le député est assis chez lui à la maison, sur un sujet, il écrit, il envoie, le secrétaire général du gouvernement envoie au président. Le président est obligé de répondre. S'il ne répond pas, ces questions écrites se transforment en questions orales à l'Assemblée nationale. Il y a un délai bien donné pour que le président réponde. S'il ne répond pas, ça devient une question orale avec débat. Et le débat, il va s'en suivre, évidemment, une résolution, la mise en place d'une commission d'enquête. Ça est dans le règlement intérieur. J'ai indiqué les insuffisances du règlement intérieur qui est évoqué sommairement dans la Constitution. Mais n'en demeure pas moins que des dispositions existent qui peuvent constituer de véritables leviers que le député doit utiliser pour incarner la fonction parlementaire. Mais comme aujourd'hui, l'Assemblée nationale ivoirienne notamment, est une sorte de caisse de résonance où on se dit, on est député, on va aller soutenir le président de la République. Et pourtant, ce n'est pas le président qu'on doit soutenir, c'est le peuple qu'on doit soutenir. Et cet exercice-là
C'est à cet exercice que ces élections nous appellent, à cette sensibilisation que ces élections nous appellent, c'est cette transformation des mentalités que ces élections, à laquelle ces élections nous appellent. Ce n'est pas les élections ordinaires. Il faut que la législature 2025-2030 et à venir présente à la face de la nation et du monde une véritable assemblée nationale capable de défendre les intérêts du peuple et non des intérêts d'un parti politique. On va partout et même aujourd'hui, on a rencontré plusieurs populations, plusieurs couches. Demain, on continue. On est dans cette action, mais on rencontre tout le monde sans ségrégation. On va partout. Bien. Maître Déconné. Alors, rebonsoir, docteur Ondri. Moi, je ne m'habitue pas à vous appeler Saraka, que ce soit en dehors ou dans les plateaux. Moi, j'ai des questions parce que je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Je me permets de constater dans votre exposé qui, ma foi, était brillant, qu'il y a eu quand même beaucoup de bons fruits issus de votre rencontre avec notre compatriote allemande, Christelle Yobo, qui est députée en Allemagne. Voilà. Je la salue au passage. C'est une très bonne chose. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir, est-ce que toutes les bonnes intentions dont vous êtes en train de faire preuve sur ce plateau et bien entendu en dehors du plateau, ne seront pas un peu anesthésiées dans un environnement de parlementarisme rationalisé, parce que les institutions dont nous avons hérité à partir des années 1960, ici en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays d'Afrique, viennent de la Constitution de 1958 en France. Là-bas, on parle de parlementarisme rationalisé, voilà, pour amenuiser, pour diminuer considérablement et totalement le pouvoir du député. Ici, j'ai envie de dire parlementarisme anesthésié. Est-ce que vous pensez, c'est la première question, est-ce que vous pensez que dans cet environnement, toutes vos bonnes intentions pourront prospérer en l'état actuel? C'est pour cela que nous sommes en train de parler. Aucune transformation ne s'obtient spontanément, sans persévérance, sans insistance. Dans quelques semaines, les Ivoiriens vont se présenter face à leurs populations respectives. Ce que vous décrivez, c'est une réalité. C'est tout ça que nous voulons changer. Nous voulons, ici, au-delà des populations, c'est un appel que nous lançons même aux futurs députés. Et cet appel que nous lançons s'adresse à tous les députés. Comme pour l'instant, il y aura des députés, PPAC n'est pas candidat, il y aura des députés RHDP, il y aura des députés PDCI, et j'en passe à tous ces députés, futurs députés que je m'adresse. Pour leur dire, chers collègues, chers futurs collègues députés, lorsque nous serons élus, et nous serons élus, en ce qui me concerne, à Cocody, parce qu'on va continuer d'expliquer aux populations qu'elles doivent sortir massivement. Ça, on l'a dit même pour les présidentielles. La condition de la transformation, la condition du changement, il y en a trois, mais je vais citer notamment deux. La première, c'est un vote massif, que les populations s'élèvent massivement. J'ai entendu dire, moi j'ai contacté il y a quelques jours là, certains habitants de Cocody, ah moi je ne vote plus, je n'ai pas envie d'aller voter. J'ai dit que c'est vous qui faites que les choses ne changent pas. Si on creuse bien, vous cherchez la cause de la cherté de la vie, finalement, ce n'est pas le gouvernement. Ce sont les populations qui refusent de prendre leur part de responsabilité. Parce que quand un gouvernement a le sentiment que ceux qui sont en face, qui doivent critiquer l'action, faire des propositions pour que les choses changent, ils ne veulent même pas aller voter. C'est-à-dire qu'ils refusent de sanctionner ceux qui sont la base de leurs problèmes. Ils refusent d'aller aux urnes. Ils ont le sentiment qu'aller aux urnes, c'est faire plaisir à un homme politique. Alors que refuser d'aller aux urnes, c'est lutter pour la cherté de la vie. Refuser d'aller aux urnes, c'est de ne rien faire pour améliorer le système de santé. C'est de ne rien faire pour améliorer le système éducatif. Aller aux urnes,
c'est s'engager à une transformation véritable de la société. Aller aux urnes, c'est lancer un appel aux autorités pour qu'elles fassent attention, pour qu'elles sachent que les populations ont l'esprit ouvert et que ces populations qui sont les clients ne vont pas se laisser faire lorsqu'elles ne sont pas contentes. Et donc, c'est pour vous dire qu'on est dedans. On est dedans. J'entends Doucement. bien, je voudrais relancer juste en Allez-y, une rapidement. seconde. Est-ce qu'il n'y a pas, parce que je vous entends avec le discours du qualiticien qui est toujours dans l'amélioration qualitative, est-ce qu'il n'y a pas un verbatim de communication cosmétique, compte tenu du fait que, étant secrétaire général du COJEP, vous êtes sur une liste d'indépendance, alors qu'on sait qu'un parti politique a une fonction programmatique, et quand vous y mettez des indépendants, est-ce que ce n'est pas une espèce de ce qu'on a qualifié de catch-all party pour essayer de capter une partie de l'électorat que vous avez du mal à séduire? Non, vous vous trompez. Je suis candidat indépendant. Je suis sur une liste indépendante parce que ma colistière est de la société civile. Elle est une militante, une défenseuse, si on peut le dire ainsi, un défenseur. Non, c'est pareil, on a tout féminisé aujourd'hui. On a tout féminisé. Des droits, Mireille Tao, Mireille Tao, qui sera sur ce plateau la semaine du prochaine. droit des consommateurs. Mais les consommateurs, c'est qui? C'est tout le monde. Ce sont les habitants, là, les populations. Donc, elle a appris, depuis 10 ans, elle lutte pour la défense des droits des consommateurs. Et moi, depuis plusieurs années, je lutte pour l'amélioration de la satisfaction des clients à tous les niveaux. Que ce soit à la maison, que ce soit au village, que ce soit dans le quartier, que ce soit dans la commune, dans la sous-préfecture et dans le pays. Mon métier, c'est l'approche de l'amélioration de la qualité centrée sur la satisfaction des clients, des populations. La politique, il faut une gouvernance. toute autre chose. Il faut une docteur. gouvernance. Bien. Vous me laissez, il faut une gouvernance de qualité. Donc, je profite donc de cette opportunité pour appeler les populations à sortir massivement. J'ai parlé de 2 conditions. La première condition était donc cette sortie massive des populations. La deuxième que je vais évoquer avant de terminer sur le sujet, c'est que nous devons mettre en place un dispositif pour sécuriser le résultat, le choix des populations. Quand tout ça est fait, le changement est possible. Donc je lance un appel aux populations de Cocody de sortir massivement le 27 décembre prochain et de mettre en place ce dispositif de veille électorale pour que notre future victoire, ne soit pas volée. Bien. Michel Betta. Donc, Président, si je... honorable, bon, pour vous souhaiter bonne chance, bien Merci, entendu. merci. Voilà, puisque nous sommes dans la perspective que vous gagnerez. Hein. C'est pourquoi nous vous recevons ici. Bétail, c'est bon vœu. Voilà, c'est ça même. Donc, je disais, vous êtes un peu sceptique quant à la crédibilité du scrutin, si j'ai bien entendu votre approche du scrutin. Mais quelle critique vous faites exactement à la CEI? Qu'est-ce que vous lui reprochez à la CEI aujourd'hui? Bon, vous voulez qu'on mène le débat sur la CEI? Bon, c'est un acteur du processus. Non, vous savez, je dis que moi, je m'inscris toujours dans une démarche d'amélioration. La CEI qui est là, la mérite, doit être améliorée. Il faut un changement pour rassurer tous les acteurs. La CEI doit être un arbitre, doit être une institution neutre, un outil qui rassure chaque acteur, un outil qui garantit le choix des populations. Mais figurez-vous que dans le cas d'espèce, les populations de Cocody, par rapport à la défense de leurs intérêts, disent que nous voulons M. X. Nous allons choisir la liste Nouvel Espoir de Cocody. Et elles sortent massivement pour choisir la liste Nouvel Espoir de Cocody. Et que par un mécanisme peu orthodoxe, cette victoire-là est volée. Ça sera une façon de montrer que la population, le peuple, c'est rien, ces élections, c'est juste une formalité, et puis bon, les résultats sont préfabriqués. Non, il faut respecter le choix des populations. Donc c'est sans préjugés, je pense que ces élections-là, simplement, il faut prendre des dispositions par anticipation pour sécuriser les résultats qui vont sortir de ces urnes. Il faut transformer la CEI. Bien, dernière question sur votre candidature. Gaël Lakpa. Alors, docteur,
On l'a remarqué, on l'a constaté, c'est même pas remarqué. Aujourd'hui, votre posture de candidat indépendant, je ne vais pas revenir sur les raisons, mais qu'on sait déjà, ceux qui peuvent se documenter, vous êtes indépendant. Et on a vu que pour l'élection de M. Adama Bictogo en tant que président de l'Assemblée nationale, en 2020, après la présidentielle, les opposants dans l'Assemblée nationale ont eux-mêmes soutenu la candidature de Adama Bictogo. Donc, il a été plébiscité. En ce moment-là, ça a mené à des critiques, et y compris des indépendants qui ont aussi soutenu Adama Bictogo, alors que quand ils vont à l'hémicycle, on dit que c'est pour aller faire le contrepoids. Mais là, il n'y a pas eu de contrepoids. Tous ont soutenu Adama Bictogo. Dans ce cas de figure-là, effectivement, on se retrouve avec une Assemblée nationale qui ressemble à une caisse de résonance. Vous, aujourd'hui, est-ce que votre position d'indépendant ne peut pas emmener les électeurs à douter de vous, à se dire peut-être qu'il est indépendant aujourd'hui, quand il sera élu, c'est sûr et c'est clair qu'il ira aussi faire la même chose que les autres ont fait hier? La même chose que les autres ont fait hier. C'est-à-dire que vous aussi allez soutenir, Se rallier à un camp. se rallier, voilà. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne font plus trop confiance. Ce matin, on allait rencontrer des populations et cette question a été posée. J'ai dit simplement que, malheureusement, nous sommes dans un système de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, malheureusement. Et ce que je dis n'engage que moi, en tant qu'individu, en tant qu'intellectuel. Je l'ai rappelé tout à l'heure, qu'il ne devrait pas avoir de groupe parlementaire de tel parti politique. Que le député devrait s'engager à renoncer à son appartenance dès lors qu'il est candidat. Et quand il est élu, il doit prêter serment. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que tout ce qui doit être pris comme décision à l'Assemblée nationale, que ce soit dans le choix du président de l'institution, que par rapport au vote des différentes lois, la priorité, ce n'est pas voter un président qui est proche de tel parti politique, de telle organisation, mais de voter un président qui va créer les conditions, parce que dès lors que tu es président de l'Assemblée nationale, c'est à toi de mettre tout en œuvre pour que le règlement de l'Assemblée nationale soit respecté. Il nous faut d'ailleurs, parce que j'ai parlé des constats que j'ai faits, je n'ai pas parlé de nos solutions, mais nos solutions s'entendent par la réforme de la Constitution, de manière à ce que quand on appelle le règlement intérieur, cela donne des précisions avec même une loi organique, de manière à ce que le président ne choisisse pas de répondre ou de ne pas répondre. Ça a un caractère contraignant. Et en attendant qu'il y ait cette réforme constitutionnelle, les députés de la prochaine législature doivent renforcer les dispositions au niveau du règlement intérieur pour apporter les précisions nécessaires pour permettre aux députés de travailler dans de bonnes conditions. Donc c'est cela qui est important. Je vais vous donner un élément qui peut-être va vous montrer à quel point le règlement intérieur, les dispositions à prendre pour que le député atteigne l'objectif assigné par les populations n'est pas pris en compte, n'est pas une priorité. Notre règlement intérieur en Côte d'Ivoire, c'est 63 pages. C'est de la France, 360 pages. Parce que dans leur règlement intérieur, après avoir donné certaines précisions sur les modalités de mise en œuvre des procédures dans la Constitution, dans le règlement intérieur, tous les détails y sont. De manière à ce que tous les leviers que j'ai évoqués tout à l'heure, en parlant de questions orales, questions écrites, commissions d'enquête et même les missions d'évaluation, le président de l'Assemblée nationale, qui est le président de tous les députés, qui est le président de notre institution, ne se mette pas dans une posture de voilà, je suis élu, je vais tout faire pour que tout ce qui vient du gouvernement passe. Non. On doit avoir un président de l'Assemblée nationale qui doit incarner lui aussi la fonction parlementaire. Et donc, les députés qui sont élus, quel que soit leur bord politique, ils doivent faire attention dans leurs choix, en se disant qu'on choisit dans l'intérêt du peuple. Donc, je ne dirais pas que on ne peut même pas faire comme les autres, parce que nous ne sommes pas les autres, nous sommes nous-mêmes,
les populations qui nous ont élus nous regardent, on va les regarder. C'est eux, c'est elles, ces populations-là, leurs besoins qui nous intéressent. Bien, merci Dr Saraka. Nous allons marquer une courte pause avec cette rubrique qui permet de faire un break avant la réclame publicitaire. C'est le chiffre du jour. Après le chiffre du jour, on reviendra pour parler de l'actualité du COJEP et l'actualité nationale. Nous sommes dans le chiffre du jour 26, 3 jours après les élections présidentielles et législatives en Guinée-Bissau. Des militaires ont annoncé avoir pris le contrôle total du pays et suspendu le processus électoral. Ce mercredi 26 novembre, des tirs ont retenti en milieu de journée près du palais présidentiel aux abords duquel des partisans, des passants fuyaient pour se mettre à l'abri. Le président sortant, Umaru Sissoco Embalo, revendiquait avoir remporté ces élections à 65% des voix selon son propre décompte. Le président Embalo a été arrêté au palais présidentiel selon plusieurs sources. Et bien sûr, commentaire là-dessus, on commence par vous, Gaël Lakba. Bon, de prime abord, il faut condamner ce coup d'État, comme ça a toujours été le cas. On peut ne pas être d'accord dans un pays, on peut décrier, critiquer, mais quand on arrive au coup d'État, il faut le dénoncer, il faut le condamner parce qu'un pays ne peut pas avancer comme ça. Imaginez-vous un instant que celui-même qui a fait le coup d'État aujourd'hui, déjà il met le pays dans une certaine incertitude, surtout au plan économique, institutionnel et tout. Et 6 mois après, quelqu'un d'autre encore vient faire un coup d'État parce qu'il n'est pas content. Donc moi, premièrement, comme c'est à chaud, je dis qu'il faut condamner ce coup d'État. Après, on aura les tenants et aboutissants, comment ça va se passer et tout. Et je ne suis pas loin d'imaginer un schéma où, finalement, celui qui a fait le coup d'État dira qu'il ne sera pas candidat aux prochaines élections, il va faire le temps de transition, après lui-même, il deviendra candidat, et puis il va vouloir confisquer le pouvoir. Bien. Donc c'est pour cela qu'il faut dénoncer, que je dénonce ce coup d'État. Michel Betta. Moi, là, le premier, je pense que Gaël a dénoncé pas le vrai coup d'État. Le premier coup d'État, c'est le coup d'État du président Embalo, qui dit avoir gagné les élections. Je pense qu'il faut laisser les institutions se prononcer. Et là, c'est le premier coup d'État institutionnel. Et c'est ce qu'on déploie dans nos pays. C'est-à-dire que des présidents qui veulent faire la pluie et le beau temps de la démocratie. Ce n'est pas comme ça se fait. On a 4e mandat, 3e mandat. Toutes ces questions-là, ce sont des éléments, des ingrédients qui alimentent les coups d'État. Il faut laisser les institutions faire leur travail, de sorte que chacun soit à sa place. Quand tu es président, tu attends que les résultats soient donnés. Il a voulu faire un coup d'État et le coup d'État lui a échappé. Je pense qu'aujourd'hui, nous observons ceux qui sont là. Mais moi, ce que j'ai pu entendre d'eux, ils ont dit vouloir laisser les résultats aller à leur fin. Donc moi, je pense qu'ils veulent rétablir l'ordre institutionnel, constitutionnel, et non pas ce coup d'État qu'Embalo a voulu faire là. Il l'a arrêté. Bien, Maître Déconné. Oh, écoutez, brûle pour point, c'est toujours très compliqué de se prononcer. Mais je vais aller dans le même sens que Michel. Je pense que l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Je pense que l'Afrique a besoin de lois crédibles. Et je pense surtout qu'il faudrait que les Africains eux-mêmes intègrent le fait qu'il faille respecter les lois et les institutions qu'on se donne librement. Je pense aussi qu'il faut que l'Afrique aille vers un réveil économique. Parce que tout ce à quoi on assiste là, c'est l'expression de la pauvreté dans la créativité. Voilà. S'il y avait beaucoup de créativité, les gens auraient pu se réinventer et puis on n'aurait pas assisté à une professionnalisation de la politique qui donne lieu à tous ces coups d'État-là. Bien. Docteur Saraka, votre commentaire sur cette actualité? Moi, chaque fois qu'on parle de coup d'État, je suis triste. Parce que les coups d'État, il faut les condamner sous toutes les formes. Que ce soit des coups d'État constitutionnels, comme ça se voit malheureusement dans de nombreux pays africains, il faut les condamner et respecter les normes établies. Il faut également condamner les coups d'État électoraux où le résultat, le vote des populations n'est pas dit, n'est pas donné comme résultat définitif. C'est aussi ça, c'est un coup d'État. Bien. Merci. Il faut condamner les coups d'État militaires. Donc, ces 3 formes de coups d'État, il faut les condamner. Bon, je vais peut-être m'arrêter là et ne pas aller en profondeur pour chercher les causes des coups d'État.
Parce que ces trois types de coups d'État, il y a forcément une cause. Qu'il s'agisse de coups d'État constitutionnels, de coups d'État électoraux, de coups d'État militaires, il y a forcément une cause. Et c'est à ce niveau-là, justement, à ces causes racines, c'est à ce niveau qu'il faut agir. L'éducation citoyenne de la population, la prise de responsabilité, de conscience des populations, des hommes politiques qui malheureusement s'engagent en politique sans savoir qu'ils viennent offrir un service, mais qui viennent se servir. Bien, merci. Donc, on ne va pas rentrer dans ces causes-là. Merci, Dr Saraka. Alors, faut... on va marquer une courte pause après la réclame publicitaire. On reviendra pour parler de l'actualité du COJEP et puis votre lecture de la situation sociopolitique ivoirienne. Mais avant, c'est la pub. De retour de la pub, notre invité est Dr Saraka Patrice, secrétaire général du COJEP et candidat aux législatives dans la commune de Cocody. Dr Saraka, tout récemment, le COJEP a annoncé son retrait de la CAPSI, la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire. Personne ne s'y attendait. Pourquoi maintenant? Je suis surpris que vous dites que personne ne s'y attendait, parce qu'on était quasiment dans un processus connu, ouvert. Lorsqu'on devrait aller à la présidentielle, on a suspendu notre participation et notre communiqué l'a éloquemment évoqué. L'objectif de la CAP Côte d'Ivoire était unique. Il était question d'œuvrer, d'agir pour obtenir des conditions d'élection apaisées, d'élection transparentes. Et cela passait par un dialogue avec le gouvernement. Et on a tout mis en œuvre pour obtenir ce dialogue entre l'opposition ivoirienne et le gouvernement. Il y a eu tout ce que vous avez entendu autour de cette démarche. À un moment donné, deux voix se sont opposées au sein de la CAP Côte d'Ivoire. Nous avons estimé qu'il fallait utiliser tous les leviers dont nous disposions pour que le gouvernement accepte de s'asseoir pour discuter avec l'opposition. Une autre tendance à estimer qu'il fallait procéder autrement. On a respecté ces différentes postures. Aujourd'hui, on a, depuis le 25 octobre dernier, on a organisé l'élection présidentielle. Un candidat a été élu. Il n'y a plus d'objet. L'objet pour lequel nous avions coalisé, on s'est mis ensemble, cet objet-là n'est plus une réalité aujourd'hui. Nous avons estimé, même dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle, qu'il fallait premièrement, pour obtenir l'alternance tant souhaitée par le peuple de Côte d'Ivoire, il fallait premièrement que l'opposition se mette ensemble dans l'unité qu'on devra aller à ces élections. Cela n'a pas été possible. On a demandé que nous devons agir ensemble pour que le peuple sorte massivement. Cela n'a pas été possible, on l'a constaté lors de l'élection du 25 octobre. Les populations ne sont pas sorties pour diverses raisons. La peur, l'inquiétude, l'empêchement, tout cela a fait que de nombreux Ivoiriens ne sont pas sortis. Évidemment, aucun dispositif n'était mis en place pour assurer la sécurisation du vote parce que les populations ne sont pas sorties. Donc aujourd'hui, on a estimé que nous devons passer à autre chose. Mettre en place un parti structuré, un parti organisé, de manière à répondre aux aspirations des populations. Et vous estimez que la CAPSI a échoué? Je ne dirais pas les choses en ces termes, mais la CAPSI n'a pas atteint ses objectifs. Bien. Merci de connaître. Alors, Dr Ndri, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir, à partir du moment où le parti politique en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, devrait avoir trois piliers fondamentaux, l'éducation des masses, la fonction programmatique et la conquête et l'exercice du pouvoir par les urnes, est-ce que vous ne pensez pas qu'en Côte d'Ivoire, on a un gros problème au niveau de nos politiques dans les fondamentaux, ce qui pourrait expliquer le fait qu'on ait des attellages qui très souvent ne se supportent pas et volent en éclats? Est-ce qu'on n'a pas un problème avec les fondamentaux véritables de la politique, à tel point qu'on voit en la politique un moyen d'ascension sociale plutôt qu'un moyen de servir son prochain? Je n'ai pas bien compris. Alors, je vais répondre. Le parti politique a trois fondamentaux
qu'on connaît, toutes les écoles de sciences politiques le disent. Dans un premier temps, c'est l'éducation des masses. Dans un deuxième temps, c'est la fonction programmatique à partir de l'idéologie et de la doctrine qui en découle. Dans un troisième temps, c'est la conquête du pouvoir d'État par les urnes. Est-ce que vous ne pensez pas que toutes les coalitions qui se créent puis volent en éclats, ce n'est pas parce qu'elles manquent ces fondamentaux-là qu'elles font souvent des attellages contre nature qui ne vont pas loin? Les coalitions, il y en a de plusieurs types. En réalité, c'est l'exception. Ça devrait être l'exception. Mais il y a des circonstances qui imposent qu'il y ait des coalitions pour atteindre un objectif précis, ponctuel, circonstanciel. Cela n'empêche pas chaque machine, chaque appareil politique à fonctionner selon ses normes, selon ses règles, selon ses procédures et à travailler sur le terrain pour éduquer les populations. Je dirais d'ailleurs que le financement de l'action publique, le fait que l'argent du contribuable est utilisé pour financer les partis politiques, veut simplement dire que les appareils politiques sont des outils qui doivent contribuer à la transformation de nos sociétés. Donc on investit pour que les acteurs politiques puissent accomplir leur mission. Et ce devoir de redevabilité devrait être d'ailleurs l'une des dimensions qu'on doit promouvoir dans les années à venir dans le cadre du financement des partis politiques. Moi, j'estime que lorsqu'on finance un parti politique, il y a des obligations, il y a des devoirs, il y a des responsabilités et que ce parti-là doit travailler en sachant que son rôle, son objectif est d'améliorer les conditions de nos populations. Malheureusement, beaucoup, au lieu de travailler à cela, s'abritent derrière les coalitions. Et ça ne devrait pas être, comme je l'ai dit, la règle. Si de plus en plus en Côte d'Ivoire, cela s'est érigé en normes et en règles, il faut assez rapidement, chaque parti politique prenne ses responsabilités pour proposer au peuple sa capacité à satisfaire à ses exigences. Bien, Gaël, là-bas. Alors, docteur, lorsque vous avez porté sur les fonds baptismaux la CAPCI, il est clair qu'une bonne partie des populations, ceux qui adhèrent au discours de l'opposition, avaient eu espoir en cette plateforme-là. D'autant plus qu'elle rassemblait des partis de gauche, de droite, des centristes, c'est-à-dire, comme on le dirait dans notre thème, j'ai utilisé à Caen, une plateforme Nzassa, mais qui avait un objectif précis. Et puis, en cours de chemin, il y a eu deux tendances qui se sont dégagées. Concrètement, qu'est-ce qui a été l'élément qui peut justifier cette, je ne vais pas dire dissidence, cette séparation en deux groupes? Et puis, si vous faites un bilan, est-ce que vous pouvez nous dire les points positifs qu'on peut sortir quand même de votre rassemblement à la CAPCI, et puis aussi les points négatifs? Bon, les points positifs, c'est que nous avons quand même fait chemin. Des responsables politiques de divers horizons ont pu, dans ce cadre-là, on a appris à se connaître, à travailler ensemble, à partager certaines préoccupations chères au peuple de Côte d'Ivoire. Ce fut quand même de bons moments qu'on ne peut pas regretter. Parce qu'au-delà de nos clivages politiques, d'ailleurs, au plan même national, les gouvernants devraient trouver un cadre réglementaire, un cadre ordinaire de rencontre entre les différentes couches de la population, entre les différents partis politiques. Que ce soit dans ce cadre-là, de la coalition pour l'alternance pacifique qu'on se retrouve, entre partis politiques de diverses idéologies, de divers horizons, des courants de pensée différentes, c'était une très belle expérience, une expérience enrichissante. Malheureusement, à un moment donné, on peut dire que des considérations individuelles ont prévalu au lieu de promouvoir le primat du groupe, l'intérêt collectif. On a constaté que c'était des intérêts des appareils, des intérêts des individus,
que ce soit au niveau du choix des candidats pour l'élection présidentielle, il y a eu beaucoup d'égoïsme. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il s'agissait d'un attelage de dupes, où certains étaient en train d'être menés en bateau sans le savoir par d'autres? Non, je dis qu'en toute responsabilité, nous sommes mis ensemble. Et ce fut un moment très enrichissant. Le constat, malheureusement, est qu'à un moment donné, là où il y a l'intérêt du peuple, est-ce que vous pouvez comprendre, par exemple, qu'on dise qu'en 1995, il y a eu le boycott actif, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des prisonniers, mais le boycott actif n'a pas permis d'atteindre l'objectif de l'opposition. Le président qui était au pouvoir, c'était le président Henri Konan Bédié à l'époque, il a été élu, il a prêté serment, et puis la Côte d'Ivoire a continué de vivre. En 2015, ce fut quasiment la même chose, la même démarche, les mêmes méthodes, les mêmes résultats. Avec la CNC à l'époque. Oui. Non, c'est en Non, 2020. ça c'est en 2015. 2015. C'est 2015. CNC 2015. Voilà. Non, 2020. 2020, CNT, c'est 2020. Non, 2015, il y a eu l'appel à Détancourt. 2015, CNC, Coalition nationale pour le changement avec Charles Konan Banny et les autres, en 2015. Bon, et ils ont boycotté l'élection. Il y a tellement de coalitions qu'on s'y perd. C'est le même constat. Donc, c'est le même constat. En 2020, CDRP. CDRP, CNT, C'est ça. il y a eu des morts, on a coupé même la tête du jeune Toussaint. Le président a été élu, il a prêté serment. Il y a encore des prisonniers qui sont là-bas, en prison. La Côte d'Ivoire continue. Les mêmes causes, produisant les mêmes résultats. Il y a eu deux voies qui se présentaient. Nous avons estimé qu'il fallait aller aux urnes et que c'était la meilleure manière de ne pas rendre possible le quatrième mandat. Parce que le quatrième mandat, je l'ai dit partout où je passe, il n'y a aucun Ivoirien, aucun parti politique qui était pour, y compris le RHDP, qui n'est pas pour le quatrième mandat. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Non. Non, parce qu'on parle de premier mandat de la Troisième République et de deuxième mandat de la Troisième République. On ne dit jamais que nous voulons un quatrième mandat. Ils savent que c'est gênant de dire quatrième mandat. Donc personne n'est pour le quatrième mandat. Dès lors que personne n'est pour le quatrième mandat, si le peuple ivoirien veut dire non au quatrième mandat, il y a deux voies. Nous, on a estimé que la voie des urnes était la voie la moins risquée, la voie la plus pertinente, la voie la plus efficiente pour changer de gouvernance. Il y en a qui ont estimé qu'il fallait procéder autrement. Comme on ne sait ni les tenants, ni les aboutissants, ni les moyens dont ils disposent pour rendre possible cette voie, on a décidé de réunir trois conditions et de lancer un appel à la classe politique. Mettons-nous ensemble. Même quand on a choisi les candidats qui devaient compétir face au président Ouattara, là encore, nous sommes dit, en tout cas à notre niveau, on peut agir pour amener ces candidats-là à se mettre ensemble. Tout ça, ça n'a pas été possible. Deuxièmement, et dans ces conditions, on n'avait aucun moyen de rendre possible la sortie massive des populations. C'était un leurre. Malgré notre bonne volonté, on a sensibilisé. Mais quand en face, des gens effraient, quand en face, des populations déjà traumatisées depuis des décennies, voient que les populations, les politiciens sont en train de s'entre-déchirer, ils se disent, ah, attention, moi j'ai peur de sortir, il ne faut pas que... Donc les gens ne sortent pas. Donc la deuxième condition n'a pas été possible. Évidemment, la troisième n'a plus d'enjeu. Bien. Michel Betta. Oui, le candidat a donné suffisamment d'arguments sur sa candidature et les objectifs qu'il entend prôner au sein de l'hémicycle ivoirien pour la prochaine législature. Mais moi, aujourd'hui, le COGEP, votre parti, il est dit souvent, quand on entend certains, c'est le parti de Blé Goudé. On ne voit pas l'ancrage du parti au-delà de la personne
du président Blé Goudé, est-ce que vos tournées vous ont permis de mesurer un peu votre présence sur le terrain et de façon significative? Que représente le COJEP aujourd'hui sur le terrain? Vous partez à une élection, vous n'avez pas de député en votre nom. Est-ce que vous allez constituer un bloc, je dis, comme on le dit, hein, un bloc parlementaire lorsque vous serez... Vous avez combien de candidats, si on peut savoir un peu? Une vingtaine. Une vingtaine. Est-ce que vous pouvez constituer un bloc, comment dire, Un groupe parlementaire. Un groupe parlementaire, disons, un groupe parlementaire, voilà, un groupe parlementaire au sorti de cette législative-là, de cette législative? Vous avez posé deux questions. Oui. La première, c'est l'ancrage de notre parti. De votre parti, au-delà de la personne du président lui-même, parce qu'on dit le parti de Blé Goudé. Mais on dit mais c'est le parti de Blé Goudé, c'est faux. Non, ce n'est pas son parti, c'est votre parti à tous. Oui, mais quand on dit le parti de Blé Goudé, quand on dit c'est le parti de Blé Goudé, c'est juste rappeler la structure, qu'il en est le leader. Et cette élection permettra de jauger également. Oui, au-delà, est-ce que vous pesez réellement au-delà de la personne du Je vous ai dit tout à l'heure que ces élections ne doivent pas être vues comme des choix des appareils, des partis politiques. Si tu es PDCI, c'est toi qu'on regarde. Et c'est ce que nous disons aux populations de Cocody. Si tu es RHDP, laisse le RHDP. Parce que le parti peut être bon, mais le candidat peut être mauvais. Est-ce qu'on est d'accord? Le parti peut être bon, mais le candidat peut être mauvais. Et vice-versa. Et vice-versa. Voilà. Le candidat peut être bon, mais le parti peut être Mauvais. Non, le parti peut être bon, le candidat peut être mauvais. Non, attends, Vice-versa. je répète ma chose. J'ai dit, le parti peut être bon, Oui. le candidat peut être mauvais. Donc le candidat peut Tout être comme mauvais. le candidat peut être bon, le parti peut être mauvais. Dans tous les cas, c'est le candidat qu'on regarde. C'est le candidat qu'il faut regarder. Parce que c'est le candidat qui veut porter la voix des populations. Mais parce que quand on dit le député de la nation, on n'a pas dit le député d'un parti politique. C'est la nation dans toute sa dimension plurielle. Et donc, il n'est pas question ici de dire est-ce que à travers ces élections, on va avoir le poids de tel ou tel parti politique. À travers ces élections, on doit avoir la capacité de chaque candidat à incarner la fonction parlementaire, la capacité de chaque candidat à peser de tout son poids pour que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale soit respecté. Et quand cela sera fait, à partir de ce moment, les populations peuvent se dire, lui là c'est mon député. On ne dit pas lui là c'est mon parti politique. Lui là c'est mon député. C'est parce que c'est mon député. Donc ce n'est pas une affaire de mon parti politique, parce que les partis politiques, c'est juste comme une famille. La famille biologique est là, la famille politique est là, on a des éducations différentes, nous sommes des Ivoiriens, il y en a qui sont grands, il y en a qui sont petits, nous sommes pluriels, mais il y a des élections. Les courts se présentent devant le peuple, les grands se présentent, ceux qui sont baoulés, bêtés se présentent. Donc la population doit choisir les meilleurs candidats, ceux qui les rassurent, ceux qui peuvent transformer leurs problèmes en solutions, ceux qui peuvent venir vers elle régulièrement pour s'asseoir. Nous disons, je le rappelle, j'ai dit, nous allons consacrer une partie des ressources. Là où ceux qui veulent cumuler plusieurs fonctions, ils sont ministres, ils sont maires, mais puis ils veulent être députés. Mais pourquoi? C'est-à-dire que l'État de Côte d'Ivoire te paye en tant que ministre, l'État de Côte d'Ivoire te paye en tant que maire. Non, laisse siéger là même, même pas de notre argent. On te paye en tant que ministre, on te paye en tant que maire, on te payera en tant que député. Mais au-delà même de la rémunération, moi j'estime que ce n'est pas pertinent, ce n'est pas honnête d'être à la fois à cheval sur l'exécutif et le législatif. Là où nous devons critiquer l'action de l'exécutif, si l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a une composante majoritaire de ministres, même s'ils ont des suppléants, mais le suppléant là, mais il va parler avec son ministre là, et puis il y a des mots d'ordre qui sont donnés. Parce que celui qui a l'exécutif ne peut pas être au législatif. Ce n'est pas normal. Que ce soit l'exécutif au plan national ou bien l'exécutif au plan local, il est maire, il veut être député. Tout ça, je veux dire, parce que le député, même dans une circonscription, doit être capable, en tant que simple citoyen, de venir au conseil municipal et de critiquer même l'action au niveau de la municipalité. Mais si c'est un maire qui est élu député, il va contrôler son action comment?
Si c'est un ministre qui est élu député, il va contrôler l'action de l'exécutif comment? C'est tout ça qu'il faut changer. Mais à vous entendre, c'est à quoi que le COJEP n'a pas d'ambition même de conquête du pouvoir? Non, voilà, c'est pas ce que je dis. Oui, parce que la meilleure ambition, monsieur Beda, la Oui. meilleure ambition qu'il faut avoir, c'est de mettre dans une posture de défendre les intérêts du peuple de Côte d'Ivoire en toutes circonstances. Maintenant, pour l'instant, il y a des groupes parlementaires, pour l'instant. J'ai donné mon opinion personnelle en tant qu'individu sur ma conception de ce que devrait être l'Assemblée nationale dans sa configuration. Je vois une Assemblée nationale avec des démembrements décentralisés au niveau régional où devraient siéger toutes les couches. Et quand on arrive à l'Assemblée nationale, au niveau national, ce sont des plénières, ce n'est pas une affaire de groupe parlementaire, tant de manière à ce qu'on décloisonne l'Assemblée nationale, qui devient véritablement une assemblée du peuple et non une assemblée des partis politiques. Cela dit, comme pour l'instant, nous avons des partis politiques, des groupements, comment on l'a dit, des groupes parlementaires, évidemment, le COJEP ne pourra pas, ou des candidats indépendants ne pourront pas se soustraire de ce qui existe. Ils vont certainement être dans tel ou tel groupe parlementaire, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Nous entendons, nous, en tout cas, faire en sorte que les candidatures qui ont été retenues soient élues et que, conformément à l'engagement que nous avons pris, nous soyons capables de transformer l'Assemblée nationale pour incarner véritablement la fonction parlementaire et faire en sorte que cette action-là soit productive pour le peuple de Côte d'Ivoire. Maître Dikoné. Alors, docteur Ondri, moi j'aime bien l'expression... C'est la dernière question de cette émission. Merci Sidik. Moi j'aime bien l'expression du docteur Agoubli quand il parle des oppositions. Ceci dit, j'ai envie de vous poser la question de savoir est-ce que l'échec électoral à l'élection présidentielle ne traduit pas au niveau de toutes les oppositions une panne de stratégie quand on a entendu la candidate dit qu'elle n'avait pas les moyens de couvrir l'ensemble des bureaux de vote au niveau de la Côte d'Ivoire. Moi, je n'étais pas candidat. Non, je dis la candidate que le COJEP a soutenue, vous êtes secrétaire général du COJEP. Non, mais je vous ai dit qu'il y a eu un certain nombre d'éléments qui rendent caduques les différentes conditions que nous avons voulu voir réunies pour aller à ces élections de façon sereine. Dès lors que le deuxième levier, en dehors de l'unité que nous avons prônée, le deuxième levier, c'est le vote massif. Sans vote massif, il n'y a même pas de protection de vote. Sans vote massif, on protège quoi? Non, c'est des scénarios qui n'avaient pas été pris en compte alors par... Je veux dire, beaucoup de choses n'ont pas marché. Parce que si tu ne fais pas le bon diagnostic, tu ne peux pas corriger. Si tu ne fais pas le bon diagnostic, tu ne peux pas trouver de solution. Quand un malade va à l'hôpital, il ne va pas à la recherche de guérison. Quand un malade va à l'hôpital, il va à la recherche du bon diagnostic. Sinon, tu vas tout donner tous les médicaments, il ne va jamais guérir. Mais la classe politique aussi est en panne. La classe politique ivoirienne est en panne. On est d'accord. Et c'est tout ça, toutes ces raisons qui font que je me présente devant les populations de Cocody pour dire que le débat qui a été différé lors des élections présidentielles, ce débat-là doit avoir lieu. Et nous devons, malgré tout, défendre l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire et cela avec tous les députés dans leur diversité. Et je pense que petit à petit, les choses vont changer et les députés vont incarner véritablement la fonction parlementaire. C'était terminé, mais on va permettre de prendre les deux questions. Michel Betta et Gaël Lakpa, qui n'a pas de questions. Michel Betta, une dernière question. Qu'on va répondre rapidement en une minute. Docteur, je voudrais savoir, quelle critique vous fondez sur le pouvoir actuel au niveau de l'emploi, de la jeunesse, de la gouvernance même économique? Quelles sont les critiques que vous formulez contre le pouvoir RADP? Le constat est clair, hein, M. Beda. La cherté de la vie, toutes ces questions-là. Oui, la cherté de la vie. Et ce sont des réponses que nous voulons donner à toutes ces situations-là. C'est pour tout cela que nous sommes battus pour qu'il y ait l'alternance, pour qu'il y ait le changement dans les urnes. Parce que, vous vous souvenez qu'en ce qui concerne le COJEP, il y a eu un examen des propositions des candidats qui avaient été retenus et puis il y a eu un mécanisme interne qui a abouti au choix d'un candidat, justement sur la base des réponses qui nous rassuraient sur ces questions d'éducation, de santé, de cherté de la vie. Mais pour l'instant, le COJEP
en tant que parti politique, n'a pas pu se présenter parce que Charles Blé Goudé n'était pas sur la liste électorale. Il est condamné dans les prochaines années. Et très bientôt d'ailleurs, nous allons présenter aux Ivoiriens l'offre politique du COJEP sur toutes ces questions-là. Sur toutes ces questions. On avait attendu avec un espoir nourri le retour de Charles Blé Goudé dans la scène politique. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce qu'il représente, au regard de ce qu'il représente aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est cette image-là qu'on avait attendue de lui? C'est-à-dire aujourd'hui, vraiment, Blé Goudé n'arrive pas à se distinguer, n'arrive pas à choisir sa ligne politique. On se pose des questions. Au contraire. Est-ce qu'il est opposant ou bien il est adepte du pouvoir? On a toutes ces questions-là encore dans notre esprit. Est-ce que c'est cela que vous... Pourquoi vous posez ces questions? Non, parce qu'on n'a pas encore découvert le Blé Goudé qui faisait rêver la jeunesse ivoirienne. Aujourd'hui, ce n'est pas celui qu'on voit dans la classe politique ivoirienne. Non, il faut changer de regard. Peut-être, comme lui-même le dit, vous cherchez le blé, alors que le blé est devenu du pain. Et puis, le pain est mou, hein. le général de la rue de 2002, 2003, 2004, ce n'est pas cette personnalité politique qui est là, qui incarne celui-là même qui veut diriger ce pays. Vous savez, dans la vie, à un moment donné, il faut des transformations nécessaires. Vous pensez que Charles Blé Goudé n'est pas un opposant? Parce que beaucoup d'Ivoiriens pensent ainsi. Beaucoup d'Ivoiriens le pensent. Parce que Bamboubou même a donné du gain à Mouda cela. Parce qu'il choisit la voie des urnes, parce qu'il estime qu'il faut avoir une certaine posture pour changer la vie des Ivoiriens. Non, je dis, il faut regarder autrement les choses. Charles Blé Goudé s'est engagé, lorsqu'il est venu en Côte d'Ivoire, à œuvrer pour rassembler les Ivoiriens. Vous savez qu'au-delà de tout ce qu'on va proposer au peuple de Côte d'Ivoire, vous avez parlé des questions d'éducation, de santé, mais il nous faut une société rassemblée. Il nous faut une population reconvertie, une population plus exigeante qui va au-delà des considérations politiques et pour que la vie des Ivoiriens puisse changer. Et c'est ce que projette le COJEP. Bien, merci maître Dr Saraka. C'est l'heure du carton rouge. Voilà, nous sommes dans le carton rouge, premier carton avec Michel Betta. Oui, moi, mon carton rouge, c'est au RHDP qui a programmé une fête pour, dit-on, célébrer une victoire. Quand on a 11 morts après une élection, quand on a près de 1000 prisonniers, je pense qu'on n'a pas à célébrer. C'est les Ivoiriens qui sont morts. Il faut avoir le triomphe modeste. Moi, je pense que si on a encore ce cœur pour la nation, il faut éviter d'envenimer encore les fractures. Il faut éviter ces genres de fêtes qui ne construisent pas, mais qui détruisent. Gaëlac par carton rouge. Alors, aujourd'hui, je passe. Alors, je vais passer. Je pense que lundi, je reviendrai avec un sujet qui me tient à cœur. Bien. Docteur Saraka, vous avez un carton rouge, vous passez également. Bon, ce qui me vient là à l'esprit, allez-y. J'ai entendu dire qu'aux élections législatives du 27 décembre prochain, les bureaux de vote des circonscriptions où il y a eu des troubles, certains bureaux ne devraient pas être ouverts. C'est la CEI qui le dit. Et je pense que la CEI est en train justement de faire exactement ce qu'elle reproche à ceux qui ont empêché certains Ivoiriens de voter. Parce que ceux qui ont empêché les Ivoiriens de voter, parce qu'effectivement, il y a eu des empêchements, tant dans les discours, dans les postures, donc il y a eu beaucoup de situations qui n'ont pas permis à ces Ivoiriens de voter dans certains bureaux de vote, certains lieux de vote, certaines circonscriptions. Cela a condamné. Mais d'où vient-il que le président de la CEI qui doit favoriser le choix pluriel, le vote des Ivoiriens, décide, contre toute attente, de maintenir ces bureaux-là fermés? Donc, c'est qui on sanctionne en ce moment? Les populations voulaient voter, il y a des empêchements. Ces populations veulent voter le 27 décembre et on les empêche. Je pense que c'est une situation qu'il va falloir revoir assez rapidement pour permettre à tous les Ivoiriens de voter le 27 décembre, permettre à tous les Ivoiriens d'aller dans les urnes, choisir leurs députés librement.
Voilà, c'est ce que je tenais à dénoncer. Bien, merci Dr Saraka. On dira merci à Maître Cédric Koné, Gaël Akpa et Michel Betta. Vous restez sur ce plateau pour une autre rubrique sans détour. Vous serez face à Christelle Bédé, c'est maintenant. Sans détour, c'est maintenant. Christelle, bonsoir. Bonsoir Cédric. Docteur Saraka, dites-nous, le COJEP manquerait-il de confiance en ses cadres ou en ses propres structures? Le COJEP fait confiance à ses cadres et le COJEP est sûr que... Dans ce cas, pourquoi le COJEP ou pourquoi plusieurs cadres du COJEP partent en indépendant pour les législatives? Plusieurs raisons ont été évoquées. Vous le savez, le COJEP, à l'heure actuelle, n'a pas encore eu son récépissé et n'a pas voulu faire cette aventure. Est-ce que quelque part, on n'a pas peut-être honte au cas où on part en COJEP qu'on perd les élections? Sinon, je ne vous dirai pas que je suis secrétaire général du COJEP. D'accord. Supposons que vous partiez aux élections, vous perdiez les élections. Quelle serait votre réaction? Le respect du résultat des urnes. Le résultat des urnes. Oui, une attitude responsable. Est-ce que ça ne sera pas un regret, vu qu'on a vu avec votre meeting qu'il y a plusieurs personnes qui ont cru au COJEP et vous choisissez de partir en indépendant? Est-ce que ça sera pas, est-ce que c'est pas faire retomber le parti? Au-delà de la raison que j'ai évoquée, être indépendant, c'est aussi une autre façon de voir la fonction du député. Le député, en réalité, ne devrait pas se présenter sous le compte de tel ou tel parti politique. C'est une belle opportunité qui s'offre à nous là, pour demander d'ailleurs que cette réforme Qu'est-ce que vous allez faire en tant qu'indépendant? Qu'est-ce que vous allez proposer que d'autres députés n'ont jamais proposé? Utiliser tous les leviers, tous les outils, y compris le plaidoyer. Qu'est-ce qui vous empêche de les utiliser maintenant? À l'endroit des autres députés. Qu'est-ce qui vous empêche de les utiliser Parce maintenant? Parce que nous ne sommes pas au Parlement. Alors que vous n'avez pas besoin d'être au Parlement. Il y a la population qui vous regarde. Oui, mais nous le disons, sur ce plateau, nous sommes en train de dire ce que nous pensons. Donc cette sensibilisation, c'est à l'endroit des populations. Et justement, vu qu'on parle des populations, vous êtes candidat à Cocody. Est-ce que vous pensez sérieusement pouvoir battre le candidat du PDCI, par exemple? Je battrai le candidat... je n'ai pas envie de parler de candidat de tel ou tel parti politique. Allez-y, vous battrez le candidat du PDCI, c'est bien ça? Le candidat du PDCI, le candidat... je ne sais pas de quel autre parti politique, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Je vais faire en sorte que les populations de Cocody croient que notre liste peut améliorer Vous estimez être de la nouvelle, ou bien le nouvel espoir de Cocody. Est-ce que vous pensez que les gens de Cocody ont besoin de changement présentement, à l'heure actuelle? Oh oui, nous sommes dans une démarche d'amélioration continue. La législature passée, le député Yasmine Ouyen, elle a fait beaucoup de choses formidables. Malheureusement, qu'est-ce que vous comptez faire d'aussi différent? C'est vrai qu'elle n'est pas candidate. Ce que nous comptons faire de différent, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est de consacrer une partie des ressources que l'État va mettre à notre disposition pour créer les conditions, le cadre, pour qu'il y ait une implication communautaire, une adhésion communautaire, une écoute active des populations en amont et en aval de l'action gouvernementale. En matière d'adhésion communautaire, est-ce que vous ne pensez pas que les populations de Cocody sont assez solidaires? Quand par exemple il y a des cas de sinistres, quand par exemple il y a des situations assez désagréables, toutes les populations se lèvent. Donc ce que vous proposez n'a rien de nouveau en fait. Non, ce n'est pas parce qu'il y a la solidarité face à certaines situations que la population n'a pas besoin de députés qui va porter sa voix à l'Assemblée nationale et au-delà de la population de Cocody, des populations ivoiriennes tout court, dans leur diversité plurielle, ethnique, religieuse et politique. Nous voulons porter la voix des populations de Cocody et des Ivoiriens. Porter la voix des populations, vous partez en indépendant. Est-ce que demain, cette population ne sera pas surprise ou ne sera pas étonnée de vous voir en train de brandir cette candidature sur le coup du COJEP? Les populations face à qui nous nous présentons n'ont pas de couleur politique. N'ont pas de couleur politique. Cocody, c'est quand même le bastion du PDCI. Non, plusieurs autres candidats indépendants sont partis. Et comme on dit en Côte d'Ivoire, ils ont tapé poteau. C'est justement ces logiques de bastion. Justement, ces logiques de bastion qui font que la plupart des députés ne rentrent pas, n'incarnent pas la fonction du député. Parce que je te dis, dans tous les cas, mon parti politique... Docteur Saraka, je pense que nous allons donner rendez-vous pour un autre numéro en espérant, au soir des législatives,
regardez vos résultats. Je rappelle que vous avez signifié pouvoir battre le candidat du PDCI et nous attendons les résultats. J'ai surtout dit que nous veillerons à ce que les populations de Cocody nous fassent confiance et que ces populations ne regardent pas les appareils politiques parce qu'il ne s'agit pas de choisir un parti politique, il s'agit de choisir le député qui va incarner la fonction pour défendre leurs intérêts. Bien. Nous y reviendrons. Merci. Merci, Dr Saraka. On se donne rendez-vous très prochainement. Nous aurons, durant les législatives, un plateau spécial avec les candidats. On espère vous revoir très prochainement. Cocody fait partie des communes désignées pour nos différents plateaux en une semaine. Merci, Christelle Bédé. Rendez-vous demain pour un autre numéro d'Entre-deux News, une interview exclusive avec l'honorable Kanigui Mamadou Soro, candidat RHDP aux législatives du 27 décembre prochain. D'ici là, que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire.